Je suis Lisa Azuelos. Chaque fois que je dis mon nom, ça me fait trop bizarre. Parce que je sais que c'est moi et en même temps, c'est pas moi. Parce que c'est difficile d'être que un prénom et un nom, quoi. C'est vraiment très, très difficile. Donc j'espère qu'on va apprendre à se connaître au fur et à mesure de cette interview. Voilà. Alors j'ai appris il y a 10 ans déjà que l'idiogramme chinois de crise, c'était le même que pour opportunité. Donc j'ai pas changé d'avis, je pense vraiment que la crise est une opportunité. Après, moi j'ai eu la chance de ne pas être touchée trop dans mes finances, de ne pas être trop touchée dans mon métier puisque j'ai pu quand même faire des films. Ça m'a En fait, ça m'a pas changé grand-chose dans mon quotidien, bizarrement, la crise actuelle, si on parle du Covid. Parce que j'avais déjà réfléchi avant, je m'étais préparée en fait à cette crise. Ça fait 2-3 ans que je m'y prépare. Donc en fait, comme j'étais prête, j'ai pas été prise de court. Après, la crise actuelle, pour moi, c'est une crise du vivant. C'est une crise où on a choisi plutôt d'être, d'échapper à la mort plutôt que d'essayer d'être en vie, pour résumer les choses. Et où on a donné beaucoup trop de crédit à la peur et où on a complètement oublié la qualité d'amour et la qualité de l'amour et du lien entre les êtres humains. Donc pour moi, cette crise révèle ça. Et en revanche, ce que j'ai appris, c'est à quel point les gens pouvaient se soumettre rapidement à une perte de leur liberté au profit soi-disant d'une sécurité. C'est-à-dire qu'on est en train de nous jouer un espèce de combat de boxe entre liberté et sécurité. Et comme pour plein de gens, la liberté aujourd'hui, ça signifie plus grand-chose, puisqu'ils ont l'habitude d'être géolocalisés à toutes les secondes de leur vie. La liberté corporelle non plus, la liberté mentale non plus. On est dans l'ère du entertainment, comme j'expliquais, l'entertainment par la tétée, un peu entre l'alcool, la drogue et Netflix. Voilà, on n'a plus beaucoup de temps pour être malheureux, donc voilà. Alors voilà, là, la grande nouveauté, c'est qu'on n'a plus le droit de boire de l'alcool dans la rue. Je me dis qu'on se reproche, on se reproche, tu vois, on se rapproche de plus en plus des sociétés qui nous montraient du doigt il n'y a pas si longtemps que ça et qui mettaient des bombes chez nous aussi. Hein, donc c'est marrant, quoi. Alors, en fait, l'amour, ça veut dire l'âme qui va vers la lumière. Âme, our. Voilà. Et l'âme, c'est ce qui, à mon avis, euh, est éternel dans notre vie. On a une naissance, on a une mort, et au milieu coule la vie. Et les gens, souvent, ils opposent la vie à la mort. Et à mon avis, c'est une erreur. Il y a une naissance, une mort, et puis la vie est éternelle. De temps en temps, elle est matérialisée, de temps en temps, elle ne l'est pas. Et moi, j'ai une expérience assez incroyable quand ma mère est décédée. C'est quelqu'un avec qui j'ai jamais eu de lien d'amour, parce qu'elle avait du mal à être une maman et du coup, ben moi, j'avais du mal à ressentir l'amour aussi. Je pense que la famille et le lien à la mère notamment, qui nous porte dans son ventre 9 mois, puis après qui est censé nous donner la tétée 9 mois et les Chinois disent 9 mois de sang blanc, 9 mois de sang rouge. Je pense que ce lien à la mère, le lien à l'amour, c'est le même lien à l'humain et c'est ça qui fait qu'on est qui on est. Et malheureusement, ce lien-là est souvent destructeur. Et quand ma mère est morte, donc je suis vraiment passée du moment où elle était chaude, respirante, vivante, au moment où ben, elle était, se refroidissait, elle était morte et il n'y avait plus de vie. Et en fait, j'ai eu comme une révélation, une information, parce que j'ai senti tout à coup tout son amour. Et c'était pas mon amour pour elle qui venait de partir, non, non, c'était vraiment son amour à elle que je recevais pour la première fois. Et j'ai compris qu'en fait, sa matière bloquait son amour. Et j'ai compris qu'il ne peut pas y avoir de vie si ce n'est pas l'amour. C'est-à-dire que l'amour est l'expression matérielle, la vie est l'expression matérielle de l'amour. Voilà.
Et seulement, le problème, c'est que la matière, corps, bloque parfois le niveau d'amour qu'il faut pour devenir vivant, enfin pour devenir matérialisé, incarné. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, depuis, je sais que l'amour est l'amour est la matière première de la vie, au sens où la vie, c'est de l'amour matérialisé. Voilà. Il y a 2 jours, j'étais avec un copain à table, on a fait un grand dîner, et puis il y avait des ados, il y avait des petits, il y avait des grands. Et puis il y avait une jeune fille qui avait 24 ans, elle me disait « Ah, bah, t'as le bonjour de Christa, Terray et Jérémy qui jouent dans LOL ». Et puis elle me citait plein de gamins de Paris, de cet âge-là, entre 20 et 25 ans, 28 ans, 30 ans même. Et en fait, comme j'ai la chance d'avoir 3 enfants qui aujourd'hui ont entre 22 et 30 ans, j'étais très proche de leurs amis et j'ai toujours été la maison qui reçoit les copains. Et en fait, je connaissais tous les gamins dont cette fille me parlait, cette fille que je ne connaissais pas. Et mon copain m'a dit « Mais tu connais tous les jeunes de Paris, c'est pas possible ». J'ai dit « Oui, en fait, il n'y a que eux qui m'intéressent. Je pense que ma génération, elle a eu raison en 80-90, tout lui donnait raison parce que c'était le moment où il fallait être impuissant, un dominant, gagner de l'argent, il y avait de la richesse, c'était génial, la vie, et puis il y a eu Internet, oh, c'était génial et tout, et puis bim, là, voilà, on voit où ça mène. En fait, on a eu tort sur toute la ligne, on a dépecé la planète, on a oublié de s'aimer, on a fait rentrer la pornographie, la pédophilie partout, enfin c'est... Je veux dire, on laisse vraiment un monde... Il y a un peu de quoi avoir honte. Franchement, on n'a pas fait gaffe. Alors, la vraie chose, c'est que on n'était pas au courant. On savait pas qu'on faisait du mal. Et c'est pas que nous, quoi. C'est-à-dire, ça fait quand même 5000 ans ou 10 000 ans que ça dure, cette histoire, ou même plus. Donc, c'est pas que de notre faute. Voilà, faut pas nous en vouloir à nous. Mais c'est vrai qu'on a participé. On pensait qu'il fallait des engrais pour pouvoir nourrir le monde entier. On pensait que la médecine et la science c'était génial, on pensait que pouvoir faire ce qu'on voulait de son corps et baiser en 2 secondes avec quelqu'un c'était fabuleux et que créer une application qui permet ça, c'est génial, c'est la liberté. On pensait plein de trucs et finalement dans le quotidien, tout ce qu'on a pensé, finalement je vois pas tellement de gens très heureux autour de moi, je vois pas de jeunes avec beaucoup d'espoir, je vois pas beaucoup de jeunes qui ont la pêche, je vois pas beaucoup d'adultes qui ont la pêche non plus, je vois pas beaucoup de liens entre les vieux, les moyens et les jeunes et les petits. On fait très attention à nos petits-enfants, on fait plus du tout attention à nos adolescents quand ils rentrent à l'école, on les laisse regarder du porno, se faire harceler à l'école, apprendre de la merde et pas savoir avoir les bons outils pour vivre la nouvelle vie d'aujourd'hui. Donc c'est pas que depuis LOL en fait, c'est depuis toujours. L'adolescence c'est quelque chose qui pour moi, c'est cet état où on passe de l'enfant à l'adulte. Moi en tant qu'adulte, je rencontre pas beaucoup de vrais adultes et je me dis qu'il y a dû y avoir un pépin à l'adolescence. Donc j'essaye de régler ce problème-là, quoi, un peu de la manière que je peux. Voilà. En fait, il y a plusieurs publics. Il y a le public qui allait en salle quand les salles étaient ouvertes. Il y a le public qui va jamais aller en salle et qui regarde des trucs sur Internet. Et puis, il y a le public Instagram, TikTok et Story et compagnie. Et en fait, aujourd'hui, moi, mon but, évidemment, c'était de faire des films, mais c'était pas pour devenir cinéaste archi reconnu par la critique, Télérama, avoir des Césars ou des Caméras d'or ou des Palmes d'or ou je sais pas quoi. Bon, à la limite, un Oscar. Je veux bien, encore et encore. Mais moi, je ne suis pas cinéaste pour être cinéaste. Je suis cinéaste parce que ça fait plus de bien de groupe. C'est-à-dire que j'ai hésité à un moment à être thérapeute ou cinéaste. Et en fait, je suis thérapeute de groupe en faisant des films. Et je m'occupe de ce que je connais bien, c'est-à-dire le lien à la mère, à l'amour, à la mort, aux enfants. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être en lien tous et comment on peut faire que l'amour reste vivant, quoi. Comment on continue à y croire à cette affaire où finalement il y a un divorce sur 2 aujourd'hui dans les couples. Donc j'ai envie de sauver l'amour un peu à la balavoine, quoi. Et donc c'est pour ça que j'utilise plusieurs médias pour parler toujours de la même chose.
parce qu'il y a plusieurs publics, et il y a plusieurs manières de s'adresser à ce public, et que je fais les films pour que les gens les ressentent. C'est même pas les regardent, c'est les ressentent. Alors YOLOVE, c'est un projet, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? YOLOVE, c'est parce que il y avait LOL, qui voulait dire Laughing Out Loud, mort de rire, MDR en français. Et puis YOLO, qui est apparu, et j'ai bien aimé en fait, qui est un peu le carpe diem en mode texto, c'est-à-dire You only live once, t'as qu'une vie. Et moi j'ai rajouté le VE parce que non seulement t'as qu'une vie, mais cette vie, c'est de l'amour. Donc YOLOVE. Et si cette vie, c'est pas de l'amour, eh ben en fait, t'es venu pour rien, gars. Tu vas game over, next player, shoot again, quoi. Ça sert à rien si t'es pas venu expérimenter l'amour. En fait, cette vie ne sert à rien. Or, ce qui se passe dans nos collèges, lycées, en ce moment, on n'expérimente pas l'amour. Ni l'amour de soi, ni l'amour des autres, ni l'amour des profs, ni l'amour de ce que t'apprends, ni l'amour de rien, quoi. On t'apprend à survivre, on t'apprend le harcèlement, on t'apprend la violence, on t'apprend plein de choses qui ne font pas partie de l'amour. Et tout le monde reste un peu insensible à cette affaire-là. C'est-à-dire que les parents ils se débarrassent des enfants à l'école, les profs ils n'en peuvent plus parce que c'est vrai que le niveau est compliqué et que ce n'est pas les mêmes enfants qu'il y a 20 ans. C'est sûr que des gamins qui sont devant des écrans toute la journée, qui sont truffés aux jeux vidéo, au porno et tout, ils n'ont pas tout à fait la même structure que des enfants qui apprenaient le latin et qui trempaient leurs plumes dans un encrier pour pouvoir écrire un mot. En fait, l'école, c'est pas adapté au changement de rythme, au changement de vitesse et ce à quoi étaient exposés les enfants. Et avant, l'école servait à être un disque dur interne et aujourd'hui, on a un disque dur externe. Donc tout le savoir que l'école nous apprend, finalement, on peut quasiment tout savoir en appuyant en un clic. En revanche, savoir qui on est, se connaître soi-même, faire de soi-même un outil ultra compétent pour ne pas se laisser manger par les algorithmes qui nous sucent les datas à tour de bras, ça, on ne nous l'apprend pas. On ne nous apprend pas à nous défendre contre les algorithmes un peu malveillants, on a pu le voir. On nous apprend que à rester docile et à vouloir rester chez nous et être en sécurité et en un clic pouvoir consommer. Voilà, moi j'ai un peu ce sentiment-là et j'ai le sentiment qu'on laisse aller une espèce de violence qui nous incite à vouloir rester chez nous pour être des bons consommateurs en un clic, quoi. Alors il y a 7 ans, j'ai fait un film qui s'appelle 14 millions de cris parce que environ chaque année, il y a 14 millions de mariages forcés. Alors le mariage forcé, c'est de la pédophilie légale en fait, puisque ça veut dire que tu prends des petites filles et puis tu les maries de force, donc en gros qu'elles vont devoir coucher de force avec des adultes. Donc c'est pour ça que j'appelle ça de la pédophilie légale. Et ça choque personne, les gens disent oui c'est culturel, c'est important dans ces pays-là que ça se passe pas. Alors il y a plein de pays aujourd'hui qui ont décidé de plus accepter le mariage forcé, mais en fait dès que les maris demandent une autorisation, elle leur est accordée. Donc ça change, mais ça change pas énormément. C'est comme l'excision, c'est de moins en moins à la mode, mais enfin il y a toujours 80 000 excisions par an en France, donc je vous laisse imaginer dans les pays où c'est ok, quoi. Et voilà, et j'ai voulu, pour la journée de la femme, il y a 5-6 ans, j'ai voulu faire un film où je prenais une petite fille de Paris et montrer ce que ça donnait si elle était mariée de force avec un vieux monsieur, comme c'est le cas dans plein de pays du monde. Je me suis dit que peut-être que si c'était une petite Parisienne blanche, qui sort des écoles telles qu'on les connaît, etc., et qu'on la voit tout à coup se faire marier de force, que ça choquerait les gens, parce que j'ai l'impression que les gens, ils se disent oui, mais là-bas, c'est culturel, c'est normal. Non, ça reste une petite fille qui va devoir se faire pénétrer par un monsieur qu'elle n'a pas choisi, quoi. Et c'est atroce. Et ça, c'est ok. Et on fait toute une économie mondiale qui est basée là-dessus, sur le fait que une fille, c'est une valeur marchande, comme 2 chèvres ou 3 chameaux, je ne sais pas, et qu'on va pouvoir vendre à quelqu'un, et que ça va générer un profit, quelque chose, quoi. Et voilà, j'ai voulu m'élever. Voilà, c'était avant MeToo, c'était avant tous ces mouvements-là, c'était ma manière à moi de crier mon mécontentement sur comment étaient traitées les femmes, et notamment les petites filles, les adolescentes. Enfin, il y a énormément de choses à dire. Voilà, depuis que le mouvement MeToo a été aussi énorme,
je me suis un petit peu plus recentrée justement sur les adolescents et sur ce qui se passe dans les collèges et les lycées parce que ça me concerne, c'est la génération future et j'ai pas envie qu'on la bousille. Et pour l'instant, si on fait pas grand-chose, eh ben, elle se fait bien bousiller par Big Data, Big Porno, Big Pharma, Big tout quoi. Et Big Mac aussi. Voilà, donc du coup, avec ce mouvement MeToo, j'ai commencé un peu à réfléchir à ce nouveau mot qui venait de sortir, qui était le mot consentement. Comme si en 2016 ou 2017, je ne sais plus quand c'était, on découvrait que pour avoir des relations sexuelles, il fallait du consentement. Et je me suis dit, comment ça se fait que ça sort aussi tard, finalement ça paraît évident que quand il y a du rapport sexuel, il faut qu'il y ait du consentement. Or, personne n'est éduqué ou à le demander ou à vraiment savoir si on est d'accord ou pas. On veut se conformer à des normes, à des doctrines, à des poses, enfin, en tant que fille, en tant que garçon, on se dit voilà, c'est ça être une femme, c'est ça être un homme, c'est ça être un bon coup, c'est ça. Voilà, mais on ne se demande pas si on veut vraiment que quelqu'un, quand on est une fille, que quelqu'un rentre en nous, ou quand on est un garçon, est-ce qu'on a une autre manière d'être en lien que d'être un peu dominant, faire le mec, etc. quoi. Et j'ai commencé à me poser la question du consentement et j'ai tout de suite buté sur le fait que tous les rouages de notre système de société étaient basés sur le non-consentement et que l'économie capitaliste, comme on la connaît, est basée sur le non-consentement. C'est-à-dire que on a pénétré les sols sans leur consentement et on voit les problèmes écologiques que ça donne aujourd'hui. Tout est basé sur cette notion de prendre, d'extraction, de domination, de perforation. On sent bien qu'il y a une idée qu'il faut aller perforer un sol pour en extraire de la matière pour pouvoir faire du profit. Ok, ça c'est... Ensuite, il faut pénétrer des marchés à base de publicité, de marketing. Aujourd'hui, on a vendu nos datas, enfin on ne les a même pas vendus, sinon on serait super riche, mais on nous a volé nos datas donc sans notre consentement et c'est ça qui permet aujourd'hui à Big Data de faire autant de profit. Ce serait bien qu'ils répartissent et moi je veux bien qu'ils jouent avec mes datas, mais donnez-moi 50% du profit que vous faites sur mes datas. Hein. Moi je ne suis pas forcément contre vous les donner, mais donnez-moi une partie de l'argent qui va avec. Ça pourrait être intéressant pour vivre. Et puis aussi qu'on pénètre les humains quand il s'agit du médical. Là, on le voit. Alors là, la vaccination, mon Dieu, quelle réponse pénétrante et pénétrative à un problème certes grave, mais qu'on pourrait peut-être soigner autrement, ou en tout cas qu'on pourrait co-soigner. On n'est pas obligé que de se faire pénétrer. On peut peut-être aussi soigner le terrain, soigner des choses comme ça. Donc voilà, il y a cette espèce de réponse de la pénétration à tout problème qui se pose sociétal. Et moi, je me demandais si on ne pouvait pas plutôt inverser les choses et se dire qu'on pourrait être dans une manière plus féminine, et ça concerne autant les hommes que les femmes, puisque les femmes ne sont pas contre non plus pénétrer des marchés, pénétrer des sols, pénétrer des gens, Enfin, c'est pas qu'un problème masculin-féminin, hein, c'est vraiment... est-ce qu'on pourrait être justement dans l'accueil et dans l'abondance? Un arbre fruitier, il a beaucoup de fruits et puis tu vas pouvoir en manger ce que tu peux manger, mais s'il y en a trop, tu vas en donner, tu vas en partager. En échange, on va te donner autre chose, etc. Et est-ce que... on voit bien que le système monétaire aujourd'hui se fait à une vitesse folle. Les transactions financières pendant le Covid, je crois que le CAC 40 est passé de 3005 à 6000. Les gens ne se sont jamais autant enrichis. L'économie virtuelle va hyper bien, l'économie réelle va hyper mal. La finance se porte à la nanoseconde super bien. L'économie réelle va très mal. C'est étrange, quoi. Il y a une espèce de dichotomie et c'est comme si aujourd'hui le réel était simplement au service du virtuel. Et on n'a plus du tout de joie, on va dire, d'accueil de cette douceur de vivre, du vivant. Voilà, moi je voudrais retourner à la dolce vita, à la douceur de vivre, à la douceur. Et je pense que la douceur est complètement
antagoniste avec la rapidité des nanosecondes, des datas qui nous contrôlent en finance, en économie, en amour. On le voit bien aussi avec les sites de rencontres, enfin tout quoi. Tout aujourd'hui se joue à la nanoseconde et le désir n'a pas le temps de naître. Quand le désir ne naît pas, eh ben, la libido s'éteint et quand la libido s'éteint, eh ben, en fait le vivant s'éteint. Voilà, c'est ça le problème. Alors La vie en hausse, c'est un petit roman de femme, comme on nous catégorise souvent, quoi. C'est pas de la grande littérature, c'est du petit roman de femme, comme il y avait des petits romans de gare, comme si ce qu'on lisait dans les gares, c'était nul, quoi. Mais bon. Et en fait, c'est simplement pour explorer cette période, notamment pour les femmes, mais ça peut être aussi pour les hommes. Mais là, j'expérimentais plus du côté féminin, parce que je le connais ça mieux. C'est-à-dire, une fois que tu es une femme ménopausée, dont les enfants sont partis, et si tu perds ton boulot, à quoi tu sers, hein? C'est-à-dire, le matin, tu te lèves pour qui? Tu te lèves pour quoi? À qui tu fais un petit déjeuner? Tu sers à quoi, quoi? Et en fait, c'est un espèce de chômage affectif et familial qui n'est pas du tout reconnu par la société. Et en fait, il y a beaucoup de femmes qui se terrent dans la culpabilité et dans la peur, en fait, d'être trop vieille, de ne plus être adaptée à une société qui est tout en jeunisme. Et voilà, et c'est un livre qui explique à quel point, en fait, la peur du regard des autres t'empêche d'être vivant, d'être toi-même. Et c'est pour ça que ça s'appelle La vie en ose, parce que ta vie, elle peut être rose que si tu oses être qui tu veux à chaque instant, quoi. J'ai vu une émission super intéressante où justement on posait la question: quelle est la différence entre un conteur et un romancier? Oh, je me suis dit, je sens bien qu'il y a une différence, mais quelle est-elle, quoi? Vraiment. Et moi, je me suis toujours vécue comme une conteuse, même si c'est en film. Je fais un métier de conteur. Je raconte une histoire pour que les gens puissent s'identifier et puissent transformer quelque chose à l'intérieur d'eux. Et en fait, c'est ça, un conte, c'est ce qui permet de t'identifier avec plusieurs archétypes, plusieurs personnages qui vont vivifier à l'intérieur de toi certains archétypes et qui vont permettre de transformer quelque chose dans ton propre récit. Et en fait, un conte, à la base, c'était oral. Et le conte, c'est quelque chose que tu peux lire, relire, transmettre. Et ça a une vocation, c'est comme un mantra, mais en histoire, quoi. C'est quelque chose qui doit se répéter et qui permet, à force d'être répété, d'évoluer avec son temps, avec ce qui se passe. Et ça permet voilà, de modeler, de sculpter l'oreille et donc la personne à qui a cette oreille. Ça permet c'est comme si c'est une histoire qui va directement de l'oreille au cœur, en fait. Ça façonne l'humain de l'oreille au cœur, même si c'est une histoire lue. C'est quelque chose qui résonne et qui revivifie, je pense, vraiment le conte. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on nous donne des nouvelles, et pas au sens du roman, de petites histoires dans les romans. On nous donne des nouvelles, tous les jours, c'est les news. Mais les news, elles sentent le vieux, quoi. Elles sentent le faux. C'est de la fake news, c'est de la old news, c'est nothing new dans la... Et je pense qu'on ferait mieux de nous raconter l'histoire de la survie, l'histoire du bonheur, l'histoire de la douceur, l'histoire... Je pense que ce serait plus intéressant au niveau sociétal que juste de prendre des faits auxquels on ne peut rien et auxquels on ne peut rien changer, quoi. Le conte, c'est on se l'approprie et on peut transformer les choses. Et c'est ça qui manque là dans toutes les news qu'on se chope sur Internet. Moi, je suis assez d'accord avec Louis Fouché qui disait le monde d'après, c'est maintenant. Moi, je ne suis pas pour le monde d'après. Je ne sais pas. Après, pour moi, ça ne veut rien dire, hein. Après, ça veut dire qu'il y a avant. Non, moi, il y a maintenant, en fait. Et c'est vrai que maintenant, il doit inclure avant et après, mais je ne peux agir que maintenant. Donc, je ne me prépare pas à l'après. J'essaye de vivre le maintenant de telle manière à ce qu'il influe positivement sur l'après. Mais j'agis sur le maintenant. Donc, cette crise du Covid
pour moi, ça a été l'occasion d'apprendre. Je me suis dit, oh là là, il y a un truc pareil qui me tombe dessus. Il faut que je comprenne tout. Alors, j'ai commencé à écouter toutes les émissions scientifiques pour essayer de comprendre comment marche un corps, c'est quoi une cellule, comment je peux agir pour renforcer mon terrain, etc. Donc, j'ai appris plein de choses au niveau médical et surtout de l'immunité, parce que moi, je crois plus au terrain qu'à la maladie. Euh, donc, j'ai appris plein de choses au niveau médical. Et puis, du coup, j'ai été explorer Internet pour essayer d'écouter des gens avec qui je pouvais être d'accord. Alors, vraiment, le premier en France pour moi qui m'a soutenu le plus, c'est Louis Fouché, qui m'a fait un bien fou parce qu'il était justement dans la communication non violente. Quand Louis Fouché dit « je n'ai aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique », personne d'autre le dit. Mais le fait que lui le dise, quand les autres le disent pas, eh ben maintenant je sais qu'ils le disent pas. Et quand ils le disent pas, ben du coup quand ils parlent, je me méfie d'eux. Voilà. Et ça, c'est génial. C'est la communication de Louis Fouché. Voilà. Il dit des choses, c'est intéressant, mais aussi, quand les autres ne le disent pas ou quand on sent bien qu'il y a un souci. Donc, j'ai beaucoup regardé de choses sur la physique quantique, et notamment avec Philippe Guimand. Il y a Philippe Bobola, il y a un autre homme qui s'appelle Michael Keats, je crois, qui est génial, qui parle du double de lumière. Margaret Cardoz sur Dialogue avec l'ange, que j'ai complètement réécouté. Aruna Lipschitz sur l'amour, extraordinaire. Thomas Dansbourg. Évidemment Gaël Giraud en économie, puisque vraiment j'avais besoin de comprendre aussi. Je me disais, mais quelle est cette économie qui est en train de nous manger? Pourquoi? Comment? Donc Gaël Giraud m'a expliqué beaucoup de choses. J'ai adoré Gaël Giraud. Isabelle Delannoy, j'ai adoré, qui parle de l'économie symbiotique, du vivant. Il y en a, et puis tellement de méditation. J'ai fait tellement de méditation, vraiment... J'aime cette idée de Philippe Guimand du futur ou du futur, mais j'aime aussi cet espace qui est possible de créer avec un double de lumière qui serait déjà dans le futur et qui pourrait justement acter un présent plus lumineux. Et donc chaque jour, essayer de me mettre vraiment en contact avec la partie lumineuse de ma vie, qui n'est pas forcément moi, mais qui peut être un double lumineux, à qui je remets beaucoup de problèmes et qui du coup s'en occupe à ma place, parce que moi je suis comme tout le monde dans la vie quotidienne, je dois répondre à des mails, à des factures, à des problèmes de boulot, à des problèmes d'enfants, de parents, de santé, de plein de choses quoi. Mais je fais travailler mon double lumineux, voilà, j'aime bien cette idée aussi. Oui, alors là pour un film qu'on m'a proposé sur Wanted, j'ai été en lien avec ce groupe Facebook qui est vraiment un groupe de solidarité et d'entraide où il y a zéro malveillance, zéro troll. C'est que, en fait, c'est que des bénévoles qui agissent sur ce groupe et qui, au niveau local, il y a un souci, et ils s'en occupent. Voilà. Ils ont compris ce que Coluche a compris quand il a monté les Restos du Cœur, que s'ils ne le faisaient pas, personne n'allait le faire. Donc voilà, ils le font eux. Et c'est un des plus gros groupes Facebook en France, je crois que c'est énorme. Et voilà, j'ai été confrontée à ça aussi avec Indigo, de mon ami Stéphane de Freitas qui a fait À Voix Haute et Eloquentia. Je suis très en lien en fait avec tout un milieu associatif en France, et ce qui me dégoûte en fait, c'est que la France, ça fait longtemps qu'elle serait tombée en morceaux s'il n'y avait pas les assos. Et ce qui me dégoûte encore plus, c'est qu'il y a autant de pognon dans le monde et que ce pognon ne va pas dans les assos, parce qu'on se dit, de toute façon, c'est des bénévoles, ils n'en ont pas besoin. Alors que vraiment, si les assos se mettaient en grève, mais bon, comme c'est pas le but et c'est pas possible quand on est dans une asso, on sait qu'on ne peut pas le faire, eh ben, le pays s'écroulerait, mais en 2 secondes, quoi. Et on a vu que pendant les premiers confinements, si les gens qui prennent soin
des vieux, des bébés, des jeunes, des enfants, ils sont pas là. Il n'y a plus de société. Tu peux plus aller faire le malin dans ton putain de costume à aller vendre et acheter des actions de merde, quoi. C'est pas vrai. C'est ta vie, elle tient que parce que les gens auxquels tu tiens, ils sont pris en charge et ils sont dans le soin. Et il suffit juste maintenant d'augmenter un petit peu les gens à qui on tient et les gens de qui on a envie de prendre soin et prendre soin de l'autre. Je pense que c'est tout le challenge de ce qui va nous arriver là. Mais déjà, quand je prends soin de moi, déjà, je suis dans le monde d'après, de maintenant, quoi. Quand je prends soin de mes enfants, certes, mais de leurs copains. Et prendre soin, c'est pas forcément que de donner à manger, c'est donner une écoute, donner du temps. Et je pense que, voilà, aux États-Unis, quand tu fais une asso, ça s'appelle une non-profit. Et en fait, je reviens un peu à mon idée de pénétration et compagnie du début, mais le consentement est l'ennemi du profit. Parce qu'en fait, pourquoi on veut arracher du consentement? Parce que c'est dans le moment où tu l'arraches, c'est là où tu vas faire ton profit. Si tu attends d'avoir un réel consentement, bah, tu vas gagner moins d'argent. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et cette histoire de profit, je pense que là, le Covid, en fait, pour moi, c'est la crise du profit. C'est-à-dire qu'on a vu jusqu'où le besoin de faire du profit pouvait mener une société. Et surtout, on a vu que les pays, soi-disant sous-développés, où il y avait peu de profit à faire, donc peu de présence de sociétés qui font du profit, bah, c'est des pays qui s'en sortent super bien au niveau de la maladie, quoi. Parce qu'ils n'ont pas été infectés comme nous par une surprotection. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, on peut donner plusieurs raisons. Ils n'ont pas perdu le lien aux plantes ancestrales, ils n'ont pas... Enfin, il y a plein de raisons qui font, je reviens du Maroc, ils sont libres, ils se sont soignés, enfin, ils ont mélangé. Moi, j'ai été dans un hôpital au Maroc, on m'a donné, pour des problèmes de thyroïde, du miel de thym avec de la propolis, avec du lévothyrox. C'est OK pour moi de prendre les deux. Mais pourquoi on ne parle pas voilà, de la possibilité aussi de me soigner normalement dans un hôpital? Pourquoi on doit toujours opposer les forces, les hommes contre les femmes, les hôpitaux contre les herboristes? Enfin, c'est atroce. Et je pense que la crise du Covid, c'est vraiment une crise qui nous montre que cette recherche du profit, en fait, elle n'a été possible que parce qu'on a monté les uns contre les autres et que de cette espèce d'antagonisme naît l'étincelle du profit. Et bien aujourd'hui, il est temps que dans la douceur renaisse une étincelle simplement de joie et de bonheur et qu'on n'aille pas tout le temps chercher le profit, mais plutôt le profond. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus, c'est merveilleux.